Eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est bon, il est assez haut. Donc, je suis Christelle Lebotte, en effet. Donc, rapidement, ma présentation va être sur le fonctionnement environnemental de la Loire et de l'estuaire. Donc, on va parler d'eau douce, mais pas que. Et il y aura un focus sur la qualité de l'eau, bien évidemment, étant donné la thématique du colloque. Avant de rentrer vraiment dans la présentation, je voulais quand même vous présenter le GIP Loire-Estuaire, qui n'est pas toujours très connu. Donc GIP pour groupement d'intérêt public. Et on a une zone d'étude, nous, qui va vraiment uniquement sur la Loire, des Ponts-de-Cé jusqu'à Saint-Nazaire globalement. Donc on est vraiment sur ce secteur de Loire, c'est plus de 140 km, qui est la Loire navigable en fait, jusqu'au bec de Maine précisément. Vous voyez la souris ici, oui, sur l'écran, c'est bon. Donc, le groupement d'intérêt public, il faut qu'il y ait des membres. Donc, on a en effet 9 membres financeurs où vous retrouvez les collectivités locales, départements, régions, l'agglomération de Nantes, de Saint-Nazaire. Et puis l'État et ses établissements publics, donc le préfet de région, le port de Nantes-Saint-Nazaire, Voies navigables de France à l'amont de Nantes, l'Union maritime Nantes-Port pour les fonds privés qui regroupe un grand nombre de professions portuaires, et puis l'AILE qui n'est pas toujours très connue, qui est l'Association des industriels Loire-Estuaire qui regroupe des grands industriels de l'estuaire de la Loire. Et puis on a des subventions également qui nous permettent de mener les travaux, et donc surtout notre mission principale que sont les suivis environnementaux et donc beaucoup d'observations. Donc c'est une mission de connaissance et cette connaissance, elle est mobilisée au service des programmes du territoire. Et donc, parmi les actions que l'on mène, il y a les actions de communication comme aujourd'hui de diffusion de cette connaissance et avec beaucoup de supports illustrés qu'on retrouve tous sur notre site internet. C'est pour ça que je vous le mets déjà. Si vous voulez retrouver des éléments de présentation, vraiment n'hésitez pas à le consulter, loireestuaire.org. Donc on existe depuis 25 ans. On est un outil partenarial d'aide à la décision parce qu'on rassemble en effet déjà 9 membres et puis on travaille avec une multitude d'acteurs du territoire, beaucoup d'associations qui travaillent sur différentes thématiques. Ça peut être des suivis naturalistes, des chasseurs aussi, ça peut être d'autres structures qui vont travailler sur les poissons migrateurs, etc. Donc on a vraiment une diversité d'acteurs aussi bien associatifs qu'institutionnels avec lesquels on travaille. Objectif, parce que contrairement à ce matin Ifremer par exemple qui fait de l'évaluation, nous ne va pas être dans l'évaluation. On va être vraiment dans la connaissance du fonctionnement de la Loire et de l'estuaire. On va expliquer les tendances d'évolution, mais on ne va pas donner une grille d'évaluation. Il y a d'autres acteurs qui le font très bien. Et pluridisciplinaire parce qu'en effet, on croise beaucoup de thématiques au-delà de ce qui peut être la qualité de l'eau par exemple aujourd'hui. Donc on va rentrer à proprement parler dans la présentation. Et on va faire un petit rappel quand même, parce qu'on a parlé de plein de choses dans la qualité de l'eau, mais déjà, si on revient vraiment dans ce qu'est de l'eau, il y a 2 choses. Il y a les éléments qui sont naturellement présents dans l'eau. Donc, quand on prend l'eau du fleuve, on va avoir en effet, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, de l'oxygène. On a déjà parlé des matières organiques, matières oxydables, les nutriments aussi. Jean-Claude ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais en redire un mot. Les pigments chlorophylliens, donc qui vont permettre le développement de toute cette vie algale qu'on va avoir, les sels minéraux qui participent également à cette vie algale et donc des bactéries également. Et puis dans l'estuaire, vous avez 2 choses. Dans une partie de l'estuaire, le sel et la vase. Et donc ces éléments, ils sont essentiels à la vie aquatique. Et puis il y en a qu'on va retrouver qui sont présents naturellement mais qui peuvent être renforcés par les activités humaines, comme les métaux, donc ce qu'on appelle les éléments traces métalliques, j'y reviendrai, ou les HAP, ce qu'on a vu ce matin, qui sont un type d'hydrocarbures. Donc, ils sont là naturellement, ces éléments-là, et donc ils peuvent être en effet essentiels à la vie aquatique, mais ils peuvent être pénalisants quand ils sont en excès. Donc ça, c'est quelque chose de très important que je trouve qu'on n'a pas beaucoup évoqué depuis ce matin, c'est la notion d'équilibre, c'est-à-dire toujours la même chose. Il faut des éléments, mais pas en excès. Et donc, les activités humaines, typiquement sur les nutriments, peuvent les renforcer. C'est le cas de l'agriculture que vous connaissez bien, ou de la vie urbaine via les stations d'épuration avec le phosphore à une époque. Aujourd'hui, les stations d'épuration ont bien évolué dans leur traitement. Et donc, il y a des éléments aussi pénalisants pour les usages et pour la vie aquatique. Et ces éléments-là, ce que vous voyez dans la partie rouge de la goutte d'eau, c'est l'homme qui les fabrique et qui les a fait rejoindre le milieu naturel. Donc, vous retrouvez les pesticides, on en a déjà parlé ce matin, des médicaments et plus largement tout ce qui est substances pharmaceutiques, y compris la caféine. On a tous pris un café tout à l'heure, on en a tous remis dans l'environnement un moment à un autre de la journée. Des PCB,
Des retardateurs de flammes, les PCB, on en a parlé ce matin, c'est les transformateurs au pyralène qui étaient donc des transformateurs électriques, mais qui du coup sont très rémanents, c'est-à-dire qui persistent très longtemps dans l'environnement, et donc on en retrouve encore bien qu'ils soient interdits. Les retardateurs de flammes, voilà, j'en ai dans l'ordinateur qu'on utilise, le smartphone, il y en a partout, dans les voitures, c'est extraordinaire, c'est très pratique, mais pareillement, on les retrouve dans l'environnement. Les plastifiants, je ne vous fais pas le tableau, c'est pareil, il y en a partout. Et donc là, vraiment, les activités humaines sont responsables. Donc l'objectif de la présentation, je ne peux pas vous présenter tout ça, vous concevez bien en 1 heure, et en particulier sur la densité d'informations, ce serait du bourrage de crâne. Donc l'idée, c'est de faire des focus. Je vais revenir sur nutriments chlorophylle A, donc les pigments chlorophylliens, même si on l'a vu ce matin un peu plus rapidement du coup. Et puis vraiment pesticides, éléments traces métalliques et hydrocarbures à l'échelle de nos zones d'études, donc la Loire de la Maine à la mer. Alors, avant de parler de la qualité de l'eau, un petit rappel, pareillement, ça a été évoqué ce matin, mais c'est vraiment la qualité de l'eau, ça va dépendre de tout ce qui vient du bassin versant. Donc le bassin versant, ça c'est une notion qu'on entend beaucoup réglementairement, c'est typiquement toutes les gouttes d'eau qui vont s'écouler sur un territoire et qui vont rejoindre un seul et même point. Donc quand on regarde le bassin versant de la Loire, il est très conséquent, il a été présenté ce matin, je le remonte très brièvement, c'est 1/5 du territoire métropolitain français. Donc, si vous vous placez à Saint-Nazaire, vous voyez passer les eaux de 20% de la surface du territoire métropolitain, ce qui est assez considérable. Donc, le fleuve, 1012 km de long, 118 000 km². Et puis donc, vous voyez le petit encadré, c'est notre zone d'étude. Donc, on est sur un tout petit bout du fleuve, mais qui en effet va concentrer tout ce qui va arriver de tout ce bassin versant. Donc en termes de quantité d'eau, parce qu'au-delà de la surface, c'est qu'est-ce qui arrive. Donc pour vous donner une idée, ça pareil, ce matin, ça a été montré par Jean-Claude, la référence, c'est Montjean-sur-Loire. Donc on est à 117 km de Saint-Nazaire. On est un petit peu loin de l'océan, mais c'est une vieille station de référence. Quand je dis vieille, c'est 1863, le début des mesures à Montjean. Donc ça permet d'avoir des chroniques de données extrêmement longues. Et donc, pour vous illustrer dessous, c'est un graphique, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez 3 couleurs sur le graphique, c'est 3 années d'apport d'eau qui sont superposées pour vous montrer que d'une année sur l'autre, on n'a jamais les mêmes apports au même moment de l'année. Et donc, avec un bassin versant aussi conséquent, vous avez des volumes d'eau qui vont de 9 à 62 milliards de mètres cubes d'eau douce qui sont apportés depuis 1900 par tout ce bassin versant à la station de Montjean-sur-Loire. Donc voilà la chronique. Jean-Claude, ce matin, l'a présenté un petit peu différemment de mémoire. C'était avec les débits maximaux. Là, je vous parle, moi, en quantité d'eau, donc en milliards de mètres cubes. Donc vous avez la chronique depuis 1863. Et donc 1910, c'est l'année de la crue centenale où vous retrouvez les fameux 62 milliards de mètres cubes d'eau apportés. 1949, c'est l'année où on a le moins d'apport, 9 milliards de mètres cubes. Sauf que ces dernières années, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les années humides, les années sèches, en effet, ça varie beaucoup. Mais pour autant, vous voyez apparaître ici les dernières années où on a eu quasiment aussi peu d'eau qu'en 1949, donc un peu plus quand même, mais on était en dessous des 20 milliards de mètres cubes. Et on se rend compte que depuis 1900, la fréquence d'apparition de ces années dites sèches, eh bien, elle augmente. Donc on a un questionnement et qui rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur l'alimentation en eau potable, parce que c'est aussi la prise d'eau en Loire d'importance derrière de l'agglomération nantaise qui réalimente en partie la Carène et donc tout le circuit d'alimentation qu'il peut y avoir aussi sur votre territoire. Donc, dans l'estuaire de la Loire, ces volumes d'eau douce, ils vont se mélanger à de l'eau salée. L'océan, c'est 150 milliards de mètres cubes d'eau salée qui vont venir se mélanger. Donc, on a une plus grande régularité des volumes venus des eaux marines par rapport à ceux venus du bassin versant, et bien plus abondante. Donc, quand on parle de l'estuaire, jusqu'où va l'estuaire de la Loire ? La limite, c'est ça, pour la marée dynamique, c'est-à-dire où vous verrez une différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. C'est à peu près 100 km de l'océan, c'est légèrement au-delà d'Ancenis. C'est des conditions maximales, faible débit du fleuve et fort coefficient de marée, donc des vives eaux où on est à plus de 90. Donc cet été, typiquement, et même encore là, quand on a des vives eaux, on peut avoir cette différence de hauteur d'eau. Quand je parle de l'estuaire dynamique, je ne parle pas de la limite, il ne veut plus, du sel. Le sel, lui, va s'arrêter avant avec la dilution des eaux du fleuve.
L'estuaire salé, au maximum, c'est à l'est de Nantes et c'est le front à 0,5 g par litre. L'océan est à 35. Donc vous avez vraiment une dilution. Donc ça, c'est pareil, c'est quand on a faible débit du fleuve et fort coefficient de marée. Donc ce sel qui est arrivé sur le secteur nantais en 1976, qui a commencé à être observé, donc année de sécheresse, fait que la prise d'eau de Nantes, qui était à la station de La Roche, où l'eau est toujours traitée, là à peu près où j'ai ma souris, fait qu'on l'a déplacée 15 km en amont à Mauves-sur-Loire pour la mettre à l'abri du sel. Donc ce n'est pas tous les jours que vous avez ces limites-là de l'estuaire, mais ce sont quand même les emprises. Régulièrement, l'eau est douce à Nantes et la marée s'amortit en aval d'Ancenis. Alors un autre phénomène dont ce matin Jean-Claude a parlé, c'est le bouchon vaseux et les sédiments. Donc dans les estuaires à fort marnage, donc il y a une grande différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer, on va avoir à ce moment-là un phénomène qui se produit qu'on appelle le bouchon vaseux. Donc la rencontre des eaux douces du fleuve et salées de l'océan provoque cette formation de zones en fait qui est plus trouble. Et vous avez dedans, on va le voir, des sédiments fins et de la matière organique. Donc l'estuaire turbide que je vous donne la limite, lui globalement on va le retrouver justement dans le secteur de la prise d'eau de Mauves-sur-Loire au maximum. Et c'est ça qui a posé problème en 2022 à l'agglomération nantaise où il a fallu adapter le captage. À un moment donné, le pompage a dû être suspendu parce que l'eau était turbide. On est dans les limites qu'on connaissait déjà du bouchon vaseux, mais le phénomène ne s'était pas produit à cette importance-là depuis plusieurs années. Et du coup, ça a surpris un petit peu. Donc le questionnement, en effet, aujourd'hui, c'est dans un contexte de changement climatique, quid de la remontée éventuellement de cette limite maximale du bouchon vaseux. Donc ce qu'on a remis là, c'est bien cette qualité de l'eau. Quand on parle qualité de l'eau, ça va être les apports du fleuve et ceux de l'océan et la variabilité de la zone de mélange. Parce que vous avez déjà le flux-reflux de la marée qui fait que le sel peut varier de toute façon en un même endroit, par exemple. Donc cette vase, ce bouchon vaseux, je vous l'ai remis là. Vous voyez le type de photo qu'on peut prendre quand on est dans l'estuaire, dans le secteur de Cordemais, où il est bien souvent. Donc sédiments fins et matière organique. Vous avez ici une petite carte qui vous permet de vous repérer. Vous voyez d'ailleurs Mauves-sur-Loire, dont je vous parlais, Nantes, Saint-Nazaire. Et ce que vous avez en marron, c'est le bouchon vaseux. Et puis en assuré, les secteurs où il est moins concentré et la reprojection sur le linéaire. Donc en termes d'étiage, donc on n'est même pas en ce moment à 200 mètres cubes par seconde, on est à 125 aujourd'hui. Les prochaines pluies devraient un petit peu faire remonter le débit. Le bouchon vaseux, on le voit jusque sur le secteur nantais. Et c'est ce que vous voyez si vous allez à Nantes, vous voyez les cales bien tartinées en ce moment d'une bonne couche de vase. Parce qu'il est là depuis longtemps, comme l'étiage est installé depuis un bon moment au tout début du printemps. Plus le débit augmente, débit moyen de la Loire, 850 mètres cubes à peu près par seconde. Il va se décaler en aval, le bouchon vaseux. Donc là, on va le retrouver à partir de Cordemais et plus en aval. Et puis, là où vous allez pouvoir parfois en avoir les effets, ce que montrait aussi ce matin la présentation de Jean-Claude, le fait qu'à plus de 4000 m3 secondes, là on a vraiment une partie de la vase, c'est ce que vous montre l'image que je pointe, une partie de la vase qui va être expulsée de l'estuaire de la Loire, vraiment ce qu'on appelle l'expulsion du bouchon vaseux, et avec les crues à plus de 4000 m3 secondes. Et là, en effet, on peut avoir de l'eau qui va revenir vraiment de la Loire sur le secteur où vous êtes. Donc ces crues à plus de 4000 m3 secondes, il faut savoir qu'on les voit moins souvent. C'est-à-dire sur les quantités d'eau que je vous ai montrées, là le graphique précédent, on ne voyait pas d'évolution en termes de quantité d'eau aujourd'hui. Il faut qu'on refasse tourner les statistiques, mais nous on ne voit pas de moins en moins d'eau finalement en termes de quantité annuelle, quand on regarde l'ensemble de la chronique, tellement il y a de variations. Par contre, l'eau, elle arrive différemment. C'est-à-dire que ces crues à plus de 4000, on a été 15 ans quasiment sans les voir, enfin pas quasiment, on a été sans les voir de 2004 à 2021. C'était la période la plus longue sans ces crues à plus de 4000 m3 secondes. Donc ça pose question. On les avait à peine atteint les 4000 en 2007. Donc la question est en effet que les quantités d'eau arrivent différemment et avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Ça veut dire qu'on a des pluies sûrement qui ravinent, etc., qui font qu'il y a quand même autant de quantité d'eau, mais pas forcément ces crues.
Donc, si on revient sur toutes les quantités d'eau, il y a un élément essentiel que sont les nutriments. Et donc, les nutriments, ça a été présenté ce matin, mais il y a des gens qui sont arrivés que cet après-midi. Donc, je voudrais... Oui, on est d'accord, hein, c'est pas une répétition pour tout le monde. Donc, je redonne les éléments. Les apports du bassin versant, pour les estimer, vous retrouvez là une petite carte. LPC pour les ponts de C, la limite de zone d'étude. Montjean, on regarde le débit. Et puis, on va estimer les apports de la Loire à l'estuaire quand on est à Basse-Mer, à Sainte-Luce-sur-Loire. Donc, on est juste à l'est de Nantes. Et c'est là où Jean-Claude vous a montré les graphiques ce matin. On va regarder ici ce qui arrive en termes de nutriments, et de nutriments en particulier, les nitrates et les phosphates. Parce que ce sont eux qui sont disponibles après pour le développement de la vie algale, en fait, pour tout ce qui va être phénomène d'eutrophisation, éventuellement, quand il y a vraiment trop de nutriments. Donc, vous avez ici une chronique de données la plus longue possible, qui est donc de 86 à 2022, pour avoir une chronique continue. Et vous regardez, en effet, les volumes apportés, et vous voyez que les nitrates, vraiment, ils dominent. On est donc 165 000 tonnes par an pour une année sèche, jusqu'à 650 000 tonnes par an pour une année humide. Donc, une énorme variation, ce qui est logique aussi parce que le flux est calculé beaucoup dans la formule qu'on applique, hein, qui est validée par l'agence de l'eau, hein, c'est la formule traditionnelle du bassin, fait que le calcul, le débit est un point important dans la formule de calcul. Donc, on retrouve cette transposition-là à une humide année sèche. Et pour les phosphates, on est de 1300 à 14 000 tonnes par an, donc beaucoup moins en quantité, ce qui fait que quand on est dans l'estuaire, nous, c'est le phosphore qui est limitant, ce sont les phosphates. Quand vous êtes sur le littoral, c'est le nitrate qui est limitant, et le phosphore est piégé dans le sédiment pour les phénomènes éventuellement d'efflorescence trop importante, donc sous ce qui peut être développement massif de marée verte. Donc voilà ce que je vous disais, les flux sont calculés à partir des mesures du débit, et donc en effet 86-2022, on est à les 13 milliards à 42 milliards de mètres cubes d'eau par an. Donc une grande variation, ce qui donne aussi des variations dans la traduction des flux. Donc ces apports de phosphate, ceci dit, ça avait été redit ce matin, ils sont en diminution depuis la fin des années 90, si vous voulez regarder le graphique, début des années 2000. Alors la chronique peut commencer un petit peu avant, mais on sait que sur les données plus anciennes, il y a quelques questions. Mais on voit quand même une tendance à la diminution, et ça, c'est quand même traduit aujourd'hui avec la directive des eaux résiduaires urbaines, donc c'est une directive européenne, mais qui a beaucoup contribué à l'amélioration des grosses stations d'épuration, en particulier sur le bassin de la Loire. Donc, on a vu quand même cette amélioration. Et puis, la diminution des rejets en phosphore, au-delà du traitement, il y a aussi tout ce qui arrivait déjà à la station d'épuration, à savoir les lessives avec phosphate et les détergents qui en contenaient beaucoup. Aujourd'hui, la réglementation a beaucoup réduit. Donc, un autre paramètre important qui traduit justement la mobilisation, ce que je vous disais, de ces nitrates et phosphates, c'est que ça sert au développement de la vie aquatique et donc le développement végétal dans l'eau. Et ça, c'est essentiel, hein, ça a été dit ce matin, il faut qu'il y ait à un moment donné des blooms d'algues pour nourrir toute la vie aquatique, les poissons, etc., et tous les micro-organismes. C'est vraiment la base du développement de la chaîne alimentaire. Donc toujours à Sainte-Luce-sur-Loire, cette même station de référence, et quand on regarde donc ce qui va se passer sur ces suivis de chlorophylle A que vous avez ici en concentration, donc en microgrammes par litre cette fois-ci, de 86 à 2022 pour vous donner le pendant des nutriments qu'on a présentés précédemment. Donc il faut qu'il y ait en conditions favorables, ça a été dit ce matin, de l'ensoleillement, une température élevée. Là, le développement végétal peut se faire et donc on va avoir une augmentation des concentrations en chlorophylle A, c'est ce qu'on va aller mesurer dans le prélèvement d'eau. Et puis il faut aussi des silicates dans l'eau qui servent à leur développement pour ces algues. Et quand on regarde donc de 86 à 2022, on se rend compte qu'on a moins de pics à 100 microgrammes par litre. Alors pourquoi je vous parle du 100 microgrammes? C'est pas parce que j'ai décidé comme ça, c'est parce que c'est la limite qu'on établit comme quoi il y a un emballement de la production végétale. Si vous vous promenez en amont de Nantes, même à Nantes, parfois au printemps, quand les débits sont encore un peu au-delà des débits d'étiage, vous pouvez voir une eau de la Loire très verte. Et bien ça correspond à ce développement, en effet, de toutes ces microalgues dans l'eau. Et puis, c'est ce qu'on peut voir après, c'est-à-dire que là, c'est une situation, la première photo là est prise
Globalement, c'est un bloom de printemps, la Loire se colore. Et puis là, on est en phénomène d'eutrophisation où il y en a trop, il y a un développement complètement massif. Et c'est ce matin ce qui a été expliqué par aussi à l'occasion des conférences. Cet excès de matière végétale, à un moment donné, elle va mourir. Et nous, elle peut aussi mourir au contact du sel quand elle va descendre le long de l'estuaire de la Loire. Et à ce moment-là, la dégradation de toute cette matière organique va créer des déficits en oxygène parce que les bactéries consomment de l'oxygène pour les dégrader. Donc on voit quand même une diminution de ces pics à 100 microgrammes par litre. Il n'y en a même eu aucun entre 2007 et 2017. Mais bon, pour autant, il y a eu alors un pic qu'on explique très bien. C'est un phénomène, ce sont les orages printaniers du printemps 2018 qui avaient été en France très importants. Et puis, il y en a un autre en 2020 qu'on explique un petit peu moins, mais encore que, il faudrait que je recreuse, ça peut aussi être simplement des fois un orage local. Et donc, à nouveau, là, ce que l'on voit et ce que je vous ai déjà dit, l'amélioration du traitement des stations d'épuration qui se traduit du coup en chaîne, au-delà de l'abattement en phosphore, de voir la traduction en termes d'eutrophisation. Donc voilà, on arrive maintenant donc, dans les micropolluants. Donc là, c'est un peu plus raide. Je commence par les pesticides. Les pesticides, pourquoi on a commencé par eux? Parce que c'est là où vous avez le plus grand nombre de molécules. J'ai voulu rechercher, je ne l'avais pas fait avant tout à l'heure, le nombre de molécules de pesticides officiellement référencées. Je ne l'ai pas retrouvé comme ça. Sur le référentiel européen qui est REACH ou ECHA, qui est un référentiel où les industriels et quelle que soit la structure, utilisent des substances dangereuses ou en développent, doivent créer un référentiel, une fiche pour que la molécule soit autorisée, réglementée. Il y a 20 000, a priori, molécules sur ECHA, mais il n'y a pas que des pesticides. Il y a aussi REACH, ECHA, c'est la même chose. Je pourrais vous mettre la liste des sites, ce qu'on avait dit pour le post-conférence. Donc, un élément quand même d'importance, parce que ce matin, on a parlé beaucoup, et ça, je pense que c'est essentiel pour comprendre de quoi on parle. Et on a parlé un peu de fréquence des analyses ce matin, mais il y a aussi la question du seuil de quantification. Les micropolluants, comme leur nom l'indique, ils sont en petite quantité, très petite quantité. Donc la question est à quel niveau on met ce qu'on appelle le seuil de quantification pour quantifier la substance présente, c'est-à-dire qu'on la détecte et qu'on peut dire combien j'en ai dans mon échantillon. Donc là, quand on passe ce seuil de quantification, la molécule est bien présente et on arrive elle est en quantité suffisante pour qu'on la quantifie. Il peut y avoir un autre cas où finalement, alors il y a toujours dans les analyses de seuil de détection et de quantification, et des fois la molécule, elle passe le seuil de détection, mais on est incapable de la quantifier. Donc on sait que la molécule, en fait, elle est présente, elle est détectée, donc on est sûr qu'elle est là, par contre, en petite quantité, mais combien pour être quantifié? Et puis, il y a un autre cas, et ça, très souvent, dans les données, vous avez simplement inférieur au seuil de quantification. La substance, elle peut être absente. Mais c'est rarement référencé sur l'ensemble des bases de données jusqu'à présent. C'est pareil, ça viendra peut-être avec le temps, au fur et à mesure de la performance d'analyse des appareils. Et donc, il peut y avoir en effet des échantillons, on a une absence de molécules. Ce qui fait qu'on arrive à deux types de molécules, deux types de résultats, des mesures quantifiées et des mesures non quantifiées. Et nous, pour mener l'analyse, on a décidé toujours de travailler avec les mesures quantifiées, parce que les mesures non quantifiées, soit vous êtes sur une substance absente, soit vous déterminez arbitrairement une concentration avec des calculs qui existent, mais c'est gênant pour nous de se dire on est dans le flou, et comme on travaille vraiment avec de la donnée, et qu'en plus de ça, nous on travaille avec les données des autres sur tous ces aspects-là, on a préféré travailler avec ce qui est sûr d'être mesuré. Mais peut-être en effet qu'on a une partie des éléments qui n'est pas prise en compte, c'est même pas peut-être, c'est même certain. Mais déjà, la base est présentée. Et donc, ces mesures quantifiées, on va travailler après avec ce qu'on appelle, pour notre suivi long terme, le pourcentage de quantification pour une molécule donnée. Donc, on va prendre le pourcentage de quantification, c'est simplement le nombre de mesures quantifiées, et qu'on va diviser par le nombre de mesures où la molécule est recherchée, puisque vous ne la trouvez pas pour la plupart d'entre elles, toujours à chaque fois que vous la cherchez. Et puis on multiplie par 100 pour le pourcentage. Donc quand on parle des pesticides dans l'eau, il faut savoir déjà où est-ce qu'on mesure.
Alors, je vous ai dit, nous, on travaille avec les données des autres sur cette thématique-là. Là, vous avez la liste de tous les producteurs de données. On se rajoute parce qu'on compile toutes ces données-là. Et ces données, elles sont acquises à des fins réglementaires, d'où le fait qu'ils choisissent des seuils en fonction de leur réglementation. Parce que toutes ces analyses coûtent quand même très cher et il faut les produire aussi rapidement quand on est sur de l'alimentation en eau potable, par exemple. Donc, quand on regarde de 1996 à 2017, je vous ai résumé les choses. Pourquoi est-ce qu'on présente dans l'eau alors qu'il y a des pesticides qui ne sont pas forcément hydrophiles, qui n'ont pas forcément une affinité par l'eau? Eh bien, c'est parce que nous, pour bâtir notre suivi long terme de 1996 à 2017, il fallait qu'on ait quand même un volume de données et ils sont majoritairement recherchés dans l'eau. On n'avait pas géographiquement de la donnée dans le sédiment, partout, tout le temps. Enfin, ce n'était pas possible de présenter un suivi robuste. Et comme le but, nous, c'est que ces suivis long terme, on les remette à jour régulièrement, voilà, on a pris le compartiment qui paraissait le plus documenté. Sauf que par les différentes stations que vous avez ici donc en rouge, vous avez un suivi qui va être hétérogène quand on parle depuis 1996. Il y a des périodes de suivi différentes, des fréquences différentes. Il y a très peu de suivi en aval de Nantes. Ça rejoint ce qu'on a dit ce matin. Il y a du sel en aval de Nantes et donc c'est compliqué pour les analyses standardisées. Donc on va très peu les chercher. Et puis une variabilité interannuelle sur les fréquences de mesure et les molécules qui sont recherchées. Alors ça vient des programmes d'évaluation de l'Agence de l'eau, etc. Les efforts de recherche sont très conditionnés par les prescriptions réglementaires. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de suivi quand même, on a davantage de mesures qui sont réalisées et qui sont réalisées sur une plus grande diversité de molécules. On a jusqu'à 35 fois plus de molécules recherchées sur une même station. Donc il y a vraiment cet effort de recherche accru pour qualifier au mieux cette eau, malgré tout. Et donc de quelques dizaines de molécules qui étaient recherchées en 1996 sur notre zone d'étude, à nouveau, je vous parle de notre territoire, on arrive à plus de 400 en 2017. Donc 400 molécules différentes, on verra après. Vous pensez bien que je ne peux pas suivre les 400 tout le temps, partout. Il faut après refaire des choix. Donc les pesticides, je vous montre ici le graphique. On a mis effort d'analyse accrue dans l'eau en Loire. Vous avez ici le nombre de mesures et puis la chronique 96-2017. Donc tout compilé, toutes les stations que je vous ai montrées. Et donc on a en effet près de 27 fois plus de mesures effectuées en 2017 qu'en 1996. Au total, plus de 260 000 mesures malgré tout. Donc ça donne quand même une quantité d'informations non négligeable. Et quand on regarde en termes de nombre de mesures quantifiées, c'est ce qui vient d'apparaître là en histogramme, c'est l'axe que vous avez ici, on retrouve des mesures quantifiées qui sont plus nombreuses en fin de chronique avec les nouvelles molécules recherchées en fait. C'est ça qui a fait le delta, on va le voir. D'où l'importance d'inclure aussi régulièrement les nouvelles molécules, parce qu'il y a de nouvelles molécules autorisées, parce qu'il y a des capacités de les détecter. Ce sont deux choses essentielles. Et donc, si on fait le ratio, c'est 2,2% des mesures qui sont quantifiées. Donc, il pourrait peut-être y en avoir plus si on changeait les seuils de quantification et de détection. Alors voilà comment est-ce qu'on a fait, nous, pour notre suivi long terme. On s'est dit, très bien, on a 400 molécules. La réglementation, je ne la détaille pas, mais très souvent, on fait des cumuls. Voilà, en concentration de pesticides, il y a ce qu'on appelle un screening, donc une qualification de toutes les molécules de pesticides qu'on va trouver avec une concentration en face. Et puis, on dit, si dans l'échantillon, il faut qu'il y ait moins de mémoire, je crois que c'était 1 microgramme par litre, pour le cumul, et puis il y avait des réglementations en termes de la concentration maximale d'une molécule, enfin des choses limitantes comme ça, et qui sont en train d'ailleurs d'être vues pour l'alimentation en eau potable, par exemple. Et donc là, nous, on s'est dit, on n'est pas là pour refaire la réglementation, quelles sont les molécules caractéristiques en Loire sur notre zone d'étude. Donc on a fait une moulinette avec un pourcentage de quantification globale qui était supérieur à 3% pour avoir les molécules qu'on trouvait quand même très régulièrement. Et on a fait un double critère avec soit une forte présence sur une des stations de mesure, donc pour ne pas rater le hotspot, la station où il y en avait beaucoup, soit une forte présence sur les 3 dernières années de suivi, pour vraiment trouver les molécules qui sont récemment suivies et qui n'étaient pas suivies sur l'ensemble de la période. Et voilà, en 96-2017, 43 molécules caractéristiques. Ça fait déjà quand même un bon nombre. Donc vous avez ici leur ordonnancement par pourcentage de quantification, des plus quantifiés aux moins quantifiés.
Donc parmi ces 43 molécules, quand on a fait la première fiche, parce qu'on édite des fiches papier, c'est pour ça que vous avez le visuel, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est notre grille de suivi long terme. Il y en a quelques exemplaires qui sont disponibles à l'exposition, puis j'en ai avec moi. Il y avait 26 molécules qu'on avait identifiées avec notre moulinette en 2013. C'est celles que vous voyez en noir là. Elles étaient identifiées. En 2018, on en a identifié 35. C'est celles que vous voyez à nouveau en noir. Et donc, on ne peut pas changer comme ça constamment le thermomètre. Donc, on a agrégé les deux listes, en fait. Et on arrive donc à ces 43 molécules, donc une partie de molécules communes. Sauf qu'on en a quand même de plus en plus déjà, avec un suivi qu'on met à jour 5 ans après. Donc, on peut se dire que l'effort d'analyse accru paye quand même pour affiner la qualité du suivi. Alors, si on regarde après ces molécules, qu'est-ce qu'il en est? Donc, elles sont suivies très inégalement. Vous avez donc de 2 à 22 ans de mesures de suivi selon les molécules. C'est ce que vous voyez ici. Plus c'est bleu, plus c'est foncé, plus il y a d'années couvertes. La chronique va de 1996 à 2017. Parmi les molécules les plus quantifiées, à l'exception donc de l'AMPA et de l'atrazine déséthyle, il n'y a que 2 molécules qui étaient suivies précédemment. Les molécules sont suivies simplement depuis 2 à 3 années. Donc ça vous change complètement votre chronique de suivi long terme. Sur le panneau d'expo que vous avez, c'est l'AMPA qui ressortait. Donc l'AMPA, le métabolite du glyphosate. Finalement, l'AMPA, il se fait doubler quand on remet à jour le suivi avec d'autres métabolites en plus. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Près de la moitié des molécules sont des produits de dégradation ou des isomères. Les isomères, c'est la même molécule avec une forme différente. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des molécules mères, ce sont des produits de dégradation que vous avez pour beaucoup. Et c'est celle que vous avez de cocher en gris. Donc vous voyez que c'est vraiment tout le haut des plus quantifiés. Plus des 3/4 des molécules sont de type herbicide, c'est ce que vous voyez en vert. C'est vraiment ce qui domine. Alors en termes de réglementation, on peut se dire, puisque donc la réglementation s'appliquait à l'époque quand on a fait le suivi, et je pense que c'est encore le cas, c'est la molécule mère en fait, qui est, même si les métabolites commencent à être regardés aussi, c'est vraiment la molécule mère qui est autorisée. Vous avez ici les croix qui sont apparues sur les traits bleus, c'est les dates d'interdiction, d'entrée en vigueur des interdictions des molécules. Donc vous voyez qu'il y a moins de la moitié des molécules mères qui sont autorisées. Mais pour autant, elles ressortent beaucoup encore dans nos résultats. Vous en avez un en gris, le métolachlore, c'est parce que le métolachlore est interdit, mais le S-métolachlore qui l'a remplacé est autorisé, et très souvent dans les bases de données, la discrimination n'est pas forcément faite. C'est pour ça qu'on a préféré, dans le doute, nous ça a été agrégé et on l'a laissé comme ça. Et puis vous en avez un là, alors c'est arrivé, pour ceux qui l'ont vu sur la diapo, ici, là, la petite croix que je vous ai mis après 2017, c'est l'imidaclopride. Alors c'est toujours la fameuse discussion autour des néonicotinoïdes qui ont été interdits, autorisés par l'État français et interdits par le Conseil d'État en mai 2023. Et donc plus des 3/4 des 43 molécules caractéristiques, donc interdites ou issues de la dégradation de molécules interdites, donc ce qui est quand même interpellant quand on voit le résultat. Et donc ça illustre complètement ce que je vous disais, c'est la rémanence, la persistance des molécules qu'on peut avoir. Donc après, c'est toujours pareil, c'est la question, est-ce que c'est du stock éventuellement qui est réutilisé? Est-ce que c'est de la rémanence dans des sédiments, par exemple, ou des choses qui ont été remuées, qui ont été remises dans le milieu naturel? La source, on n'a pas, en tout cas, nous, on n'a pas pu la tracer. Donc, un élément quand même intéressant, et puis une molécule qui reste toujours d'actualité, en particulier en ce moment, glyphosate et AMPA en Loire. Donc, le glyphosate, c'est le fameux Roundup. Vous vous souvenez de la publicité avec l'os de Rex, c'était formidable. L'herbe était dessus, mais l'os de Rex était intact. Ça ne parle pas aux uns aux autres. Vous ne vous souvenez pas de cette publicité? Voilà. Donc c'est un herbicide en effet qui est bon marché, qui est en gros une molécule simple d'utilisation, enfin assez simple d'utilisation puisque même les particuliers l'ont utilisé, les paysagistes, enfin bref. Nous en Loire, quand on regarde, en cumulant toutes les données, on a commencé à le suivre qu'à partir de 2002. Donc ça fait 20 ans qu'on le suit. Et en termes de concentration, jusqu'à présent, là, je ne suis pas trop rentrée dans les concentrations, mais on est en effet sur du microgramme par litre. Et quand on regarde ce qui peut être en termes d'AMPA,
On va en trouver beaucoup plus, donc le produit de dégradation du glyphosate, vous voyez l'échelle, on est jusqu'à 1,8 microgrammes par litre, donc pratiquement le double du glyphosate. Et on va avoir, donc c'est le produit principal, c'est principalement la dégradation du glyphosate. L'AMPA, on peut aussi en trouver des fois en sortie de laiterie. Dans les produits qui sont rejetés par les laiteries, dans les effluents, il peut y avoir des traductions d'AMPA dans les analyses qui sont liées en fait aux déchets de la laiterie et pas forcément au glyphosate. D'où la formulation. Et donc, quand vous regardez les deux graphiques, ce que vous voyez, l'unité, je vous en ai parlé. Je vous l'ai dit aussi, les concentrations moindres en glyphosate qu'en AMPA. Moins de mesures quantifiées en glyphosate qu'en AMPA. Et bien, pourquoi? Parce qu'en fait, le glyphosate dans l'eau, très rapidement, il se transforme. Donc, vous n'en trouvez pas forcément beaucoup. C'est l'AMPA qu'il faut suivre. Et puis, ce que vous voyez ici, vous voyez l'impression que la chronique, elle est cassée, qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement, c'est le seuil de quantification qui a été affiné. Donc, en effet, on trouve des concentrations même plus fines depuis 2012 dans nos analyses. Et puis, ce que vous voyez aussi, vous le voyez, je vais vous le montrer, vous allez le voir une fois que je vous l'ai montré, c'est les espèces de pics comme ça par moment. Cap Atlantique avait fait une étude aussi là-dessus dans les eaux et s'était rendu compte en effet qu'au moment du printemps, quand les paysagistes commencent à remettre en bon état les jardins des résidents secondaires, eh bien, on pouvait avoir comme ça des petits pics de glyphosate qu'on voyait apparaître. Donc une saisonnalité qui se traduit dans les mesures. Et en particulier quand on avait les printemps plus humides qu'on a eu récemment où il peut y avoir des ruissellements. Dans les printemps secs qu'on a eu là, il faudrait vérifier si ça se traduit encore. Voilà pour les pesticides. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas regardé, du coup. Dites-moi. Il ne vous reste pas de temps. Mais il ne me reste pas de temps. Oh, alors je m'arrête là. C'est moche. Je continue. On a 5 minutes pour ETM, 5 minutes à HAP. Puis... un quart d'heure avant de se réveiller. Bon. Alors, les éléments traces métalliques. Je vous montre la carte rapidement du coup, mais pour que vous voyez la carte, donc toujours les ponts de C jusqu'à Saint-Nazaire, ce qu'il faut que vous voyez là, vous retrouvez vos points rouges avec les mesures dans l'eau, mais pour les éléments traces métalliques et les hydrocarbures, on va avoir les mesures dans le sédiment. Ce que vous voyez en marron ici, les stations. Alors ça, c'est grâce aux données du port qui fait des dragages d'entretien des profondeurs et donc est soumis à beaucoup d'analyses. Mais ce qui est aussi une source, du coup, de données importantes. Et ça a été dit ce matin, là, ce qui est important de regarder, en particulier ETM et HAP, c'est de voir ce qui peut en être dans les sédiments vaseux. Donc, à nouveau, on y revient, la vase qu'on va avoir, qui est une richesse pour l'estuaire, bah oui, mais c'est aussi une source qui peut stocker des micropolluants. Donc, quand on regarde ce qui peut en être de ces suivis, donc ils sont suivis dans l'eau, les sédiments et le biote. Donc, je vais aller plus vite. Pour vous montrer l'effort accru aussi d'analyse sur les éléments traces métalliques, vous les voyez ici. Vous voyez l'eau en bleu, les sédiments avec les années de suivi du port, et puis en vert qui déborde, là, ce sont les mesures Ifremer-ARS. Là, on a moins de molécules. Il y a 21 molécules qui sont davantage recherchées, et donc 17 550 mesures. Donc, on n'est plus aux 260 000 que je vous ai dit tout à l'heure sur les pesticides. Dans le sédiment et le biote, on les trouve quasiment à chaque fois. Donc, on arrive bien à les quantifier. Et dans l'eau, bah oui, c'est normal, ils ont moins d'affinité pour l'eau globalement, donc on a à peine la moitié des mesures qui est quantifiée. Quand on regarde ici, les 8 ETM régulièrement suivis dans le sédiment, c'est l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. Donc ça, ce sont les 8 qui sont très régulièrement suivis. Et donc là, je vous ai mis l'évaluation en termes de niveau N1 et niveau N2, qui sont les niveaux en fait pour lesquels le port peut clapper ses sédiments. Ce n'est pas l'évaluation Ifremer, DCE, on pourrait revenir pendant les questions, je vous ai préparé des diapos dessus. Là, c'est 4650 mesures pour ces 8 éléments traces métalliques, sur 8 éléments traces métalliques, sur la période. On a massivement des dépassements de N1 et c'est l'arsenic qui fait le gros poids de tout ça. Vous voyez en vert dessous, là, c'est le petit aplat vert. Est-ce qu'il apparaît à l'écran? Oui, il apparaît à l'écran, le petit aplat vert. C'est le bruit de fond géochimique, c'est-à-dire qu'en milieu fluvial, on arrive à déterminer un bruit de fond naturel. Et le bassin de la Loire est très riche en arsenic. Donc, ça se traduit en effet dans la contamination, mais est-ce qu'on parlait de contamination quand c'est naturel, dans la présence d'arsenic. Donc, il y a beaucoup d'arsenic pour moitié dans les dépassements, et on n'a que 4 dépassements de niveau N2.
dont un que je vous montre en particulier. Celui-là, le plomb, on en a parlé ce matin. Celui-là, c'est une de nos mesures, une des rares mesures qu'on ait faites. On l'a faite justement au droit du quai d'Octel Kuhlmann à Paimboeuf, dont on a parlé ce matin, qui est l'entreprise d'adjuvants de plomb dans les essences au plomb. Donc en effet, à l'époque, ça cartonnait bien. Et c'est toujours la raison, enfin il y a toujours le résidu de plomb qui fait que l'estuaire est déclassé aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Donc rapidement les HAP. Donc même principe, l'effort d'analyse accru. Il y a 16 hydrocarbures qui sont davantage recherchés. Et vous voyez que dans l'eau, on arrive à peine à les quantifier, hein, c'est 12%. Sédiments et biotes. Biotes, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont les coquillages, hein, voilà, essentiellement, hein, c'est du bivalve. On a à peu près 70% des mesures et on a plus de 14 000 mesures. À nouveau, vous retrouvez les fréquences importantes avec le porc et vous trouvez plus de recherche dans les biotes. Là, ça, c'est lié, c'est l'effort de recherche accru quand il y a les pollutions, déversement d'hydrocarbures, 99, 2008, voilà. Vous identifierez les événements. 2008, c'est la raffinerie de Donge qui a fui dans l'estuaire, 99, l'Erika. Donc les 16 HAP suivis, je vous en présente que 5 là, je ne rentre pas dans les noms barbares des graphiques, mais c'est le même principe avec les niveaux N1 et N2, et puis un HAP qui est un peu, qu'on dit chapeau, qui s'appelle le benzoapyrène. Et donc quand on regarde les nombres de dépassements, sur 4650 mesures pour ces 9 HAP, hein, il y a 31 dépassements de niveau N1, et pour 2 tiers, ça repose sur 3 molécules. Et il y a 2 dépassements de N2 qui reposent sur 2 molécules. Donc c'est vraiment, pour le coup, ça a été dit ce matin, par rapport à la Seine ou à la Gironde, l'estuaire de la Loire, il est relativement peu contaminé. Mais tout est dans le relativement. Mais quand vous allez en Gironde, c'est beaucoup de cadmium. Et quand vous allez en Seine ou en Rhône, dans le Rhône, il y a énormément de PCB aussi. Et donc juste, alors j'ai pas le temps, ça je vous le dirai pendant les questions, je me tais, je conclus. Donc la conclusion générale et perspective, donc la qualité de l'eau de la Loire de la Maine à la mer, on l'a vu, c'est conditionné par les apports du bassin versant et les apports locaux. La spécificité de la Loire par rapport à ses affluents, je ne vous en ai pas parlé, mais les affluents sont beaucoup plus concentrés en pesticides que la Loire, donc c'est important vraiment de distinguer la Loire du reste des cours d'eau. Quand ce matin on parlait des taux de cours d'eau avec des taux de bon état qu'affiche l'agence de l'eau qui peuvent être très faibles, la Loire, elle fonctionne très différemment de l'ensemble du territoire, ce qui ne l'empêche pas d'être déclassée pour l'état chimique. La spécificité de l'estuaire de la Loire, ce qu'on a vu, hein, le sel, la vase, l'estuaire, ça coule dans les deux sens, contrairement aux rivières. Des questionnements, l'apport à l'océan en nutriments, je vous ai montré ça au niveau de Sainte-Luce-sur-Loire, je ne vous les ai pas montrés à Saint-Nazaire, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de station de suivi à Saint-Nazaire, sauf à pleine mer. Donc, parce qu'il y a eu des réductions de suivi, et en plus de ça, il y a de la dilution, donc... les apports concrètement à l'océan, il y a eu des études de fait d'Ifremer, mais moi, je ne veux pas vous présenter de flux tels qu'on les calcule. Donc, l'effort accru de recherche, on l'a vu. Par contre, je ne vous ai pas présenté d'effets écotoxicologiques parce que je n'ai pas d'études là-dessus sur ma zone d'études qu'on a des Ponts à Saint-Nazaire. Il y a quelques études plus haut sur le bassin de la Loire. Je ne vous ai pas parlé, mais ça, il faut l'avoir à l'esprit. On parle là par molécule, mais quid de l'effet cocktail, de l'interaction des molécules et de l'effet cumulé sur les organismes. Voilà, c'est la grande question de l'impact sur les milieux et les espèces, à court terme, moyen terme et long terme. Et puis, les questions qui restent en suspens, c'est toutes les molécules dont je ne vous ai pas parlé, mais parce que non plus, je n'avais pas forcément de données. En ce moment, on parle beaucoup des PFAS. Il y a une étude qui est lancée à l'échelle européenne. Dès qu'on en cherche, on en trouve partout. Voilà, on a une année de suivi global, il y a quelques données à droite à gauche. Donc c'est toujours la question. Et puis les molécules pharmaceutiques, c'est pareil, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est vraiment sur notre zone d'étude. Il y a quelques études ponctuelles sur le bassin, et donc en particulier les substances médicamenteuses. Donc l'importance de ce qu'on fait, je pense que vous l'avez un peu compris, c'est de pouvoir vous présenter les phénomènes, les tendances d'évolution. Et puis ce socle de connaissances, après, il peut être commun à tous les acteurs. N'importe qui apparaît peut mettre sa limite. Ce n'est pas le code couleur de l'agence de l'eau. Vous pouvez mettre à un endroit donné, moi, je veux travailler sur telle concentration ou autre. C'est remobilisable à volonté. Et donc, en effet, jusqu'à présent, les discussions ont beaucoup tourné autour de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui pourrait être fait. Nous, on est simplement outil d'aide à la décision, on amène les éléments de connaissance, mais on n'a aucun pouvoir de décision. En effet, ça, par contre, charge aux décisionnaires et aux gestionnaires de s'en emparer.
Et enfin, cette dynamique de la connaissance. Je vous ai présenté des suivis qui s'arrêtaient pour certains en 2017, qu'on n'a pas encore remis à jour. Mais il y a vraiment une importance dans les suivis long terme de mettre à jour cette connaissance, et en particulier dans le contexte de changement climatique, pour voir comment tous ces éléments-là peuvent évoluer. Et donc, l'importance de partager cette connaissance. Donc juste, je vous remonte, il y a différentes fiches de suivi. Voilà, allez sur notre site, notre réseau Civelle, si vous voulez connaître la température de l'eau de la Loire en direct. Là, ça ne fonctionne plus, mais on a un suivi haute fréquence sur la température, l'oxygène dissous, la conductivité pour le sel et la turbidité pour les matières en suspension. Voilà, donc le site, vous verrez ça, vous aurez ça sur la présentation. On a plein de choses, allez-y, et je vous remercie de votre attention. Grand merci, Christelle, grand merci. On a 11 minutes d'échange possible. Quoi donc? Les plaquettes, oui, sont dans l'exposition. Les plaquettes qui sont extrêmement détaillées, que vous avez présentées, mais avec tous les chiffres, sont dans les expositions. N'hésitez pas à les demander. On en a pas mal. Et, donc, au deuxième rang. Au milieu, au deuxième rang. Si quelqu'un veut parler déjà, qu'il lève la main, comme ça on saura dans quel sens aller. À suivre. Rémi Gautron, garant d'environnement pour ceux qui sont arrivés que cet après-midi. Madame, merci d'avoir à nouveau évoqué le plomb. Donc ce matin, il en a été question. J'étais un peu à court suite à une réflexion d'une personne qui a dit qu'il n'y avait plus de plomb dans les cartouches, dans les zones humides. Alors moi, j'ai une seule référence que j'ai pêchée dans la pause ce midi. Sur 36 infractions sur un week-end, 28-29 janvier 2023. 67 chasseurs contrôlés, 29 en infraction, c'est-à-dire 43%, dont les 2 tiers, c'est-à-dire 24 chasseurs, pour usage de munitions au plomb en zone humide. Merci. Puisqu'on m'a dit le contraire ce matin. Alors maintenant, merci oui. Madame d'avoir dit beaucoup de choses sur le bouchon vaseux qui se balade. Mais alors depuis, j'étais tout jeune quand j'ai découvert ce mot. Et merci d'avoir évoqué ce déplacement. Et il me vient en souvenir, et alors ça c'est pour la génération qui viendra après nous, parce qu'elle va être confrontée à un problème qui va s'aggraver, puisqu'on nous prévoit des nouvelles centrales nucléaires. Nous nous sommes opposés à l'époque à l'établissement d'une centrale nucléaire au niveau de Corsep, Paimboeuf. Oui, au Carnet. Voire plus haut, au niveau de Liré, en face en Sny. Oui. Et à cette époque-là, on disait, à cause du bouchon vaseux, parce que les centrales nucléaires ont besoin d'eau, et à cause du manque d'eau qui va s'accentuer l'été. Merci de nous avoir écoutés et de ne pas avoir fait de centrale nucléaire sur la Basse-Loire. À vous de jouer, les générations futures. Alors, juste sur la question des... Non, vas-y. Oui, juste la question des prélèvements. Alors, Cordemais, la centrale de Cordemais dont on a parlé ce matin, tout le monde voit où c'est, Cordemais. Voilà, la centrale thermique. Oui. Donc, prélève, elle, beaucoup de l'eau de Loire pour se refroidir. Le terminal méthanier, lui, prélève beaucoup d'eau de Loire. Ce sont les plus gros préleveurs, mais pas forcément les gros consommateurs pour réchauffer le gaz qui arrive à très basse température. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'ils arrivent quand même tous à prélever en quantité. Terminal méthanier se plaint du colmatage de ces filtres, qui sont des filtres très précieux, de très haute qualité, avec le bouchon vaseux. Donc, ça peut poser en effet des questionnements industriels. Oui, mais c'est pareil, c'est des types de filtres qui sont utilisés sur les centrales nucléaires. Et donc, sur Cordemais, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le delta de température, c'est-à-dire Cordemais est autorisé à rejeter l'eau avec un delta de température par rapport à la température de la Loire en été. Et avec les étiages très faibles qu'on a et puis l'océan qui se réchauffe, ça pose la question en effet de ces éléments-là en termes de température. Sur le bouchon vaseux, en termes de pompage pour refroidir des installations, à la limite, il pourrait, je pense, le faire. Mais la question va se poser en effet des deltas de température. Et la centrale nucléaire, c'est pareil. Donc c'est ce qui se passe sur le haut du bassin, c'est-à-dire que c'est la température qui est pénalisante et on fait des dérogations comme sur le Blayais. Est-ce qu'on a une autre remarque? Eh bien, on pause alors et la table ronde commence à 17h15. Merci à tous.